En 1968, ça fait déjà pas mal d'années, ça fait presque 50 ans, il y a eu une conférence dans un contexte qui ressemble un peu à celui d'aujourd'hui. C'était une conférence d'informatique en Californie, où on a fait une démonstration très importante. Il appelle ça de démo, la démonstration. Alors cette démonstration-là, c'était par le professeur Engelbart, qui et donc était dans son laboratoire de Palo Alto, devant une salle d'à peu près 1000 personnes dans la salle de congrès de San Francisco. Et c'était la première démonstration publique de la souris. Donc ça, c'était une chose qui était remarquable déjà. Mais il y avait autre chose aussi dans cette super démo. Il y avait aussi une démonstration d'hypertexte. Donc, c'est l'idée qu'on puisse créer des liens entre des mots, donc c'est ça, l'hyperlittérature, l'hypertexte. Aussi, une autre chose qui était remarquable, c'était pendant qu'il faisait sa conférence, donc il était à distance, avec un lien en réseau qui pouvait supporter de la vidéo et l'audio. Donc, on le voyait, on l'entendait à distance. Et ils avaient en plus un écran partagé entre le laboratoire de Palo Alto, où il y avait 17 personnes, et puis la salle où il y avait 1000 personnes. Donc, on a inventé à ce moment-là, on a démontré à ce moment-là un projet de recherche qui durait depuis une dizaine d'années, depuis 62, ce qui fait au fond l'informatique contemporaine, l'expérience commune de l'informatique, c'est-à-dire des écrans avec des fenêtres, la souris qui est l'interface qui nous permet de manipuler des objets, l'hypertexte et surtout l'espace de travail collaboratif. À ce moment-là, ça se limitait à un écran et la possibilité de se voir et de se parler à distance. Donc, 1968, c'est pas si loin derrière nous, mais on peut apprécier les progrès qui ont été faits depuis. Alors, ça c'est l'exemple d'image qu'on avait à l'époque. Évidemment, il n'y avait pas de projecteur en 1968. On prenait des écrans cathodiques pour faire apparaître la vidéo. Quelques années plus tard, en 1980, il y a deux artistes américains qui ont fait ce projet, All in Space, qui a connecté pendant 3 jours une vitrine de magasin à New York, sur la 5e avenue, avec une vitrine de magasin à Los Angeles. Et ce projet n'avait pas été annoncé. C'est simplement qu'en passant devant cette vitrine-là, tout à coup, on voyait des gens qui nous envoyaient la main de l'autre côté. Puis en 3 jours, le mot s'est passé qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Et puis au 3e jour, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui sont allés voir ça. Donc c'était comme un exemple de ce que des artistes avaient pensé de faire avec cette technologie qui permettait de transmettre la voix et l'image sur le réseau. Plus près de nous, ça c'est une vidéo qu'on a fait il y a quelques années d'un projet en 1999 en fait. C'est le premier projet de la Société des arts technologiques dans le domaine dans ses expérimentations avec les réseaux. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a relié Québec et Montréal dans un dispositif qui était à l'extérieur, dans un lieu public, donc l'esplanade du Musée d'art contemporain à Montréal avec la place du Ville à Québec. Et on a simplement ouvert un canal audio-vidéo 24 heures par jour, 7 jours par semaine pendant 2 mois. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on refait ce projet de connecter des espaces ensemble, on augmente la qualité. Cette fois-ci, on avait un lien entre Québec et Montréal full duplex, donc une très bonne qualité vidéo et son. Et l'innovation, au fond, c'était d'en faire une installation publique, c'est-à-dire de permettre à des gens qui passaient par là, sans être avisés encore, de se servir de ça, puis de se rendre compte qu'au fond, on pouvait connecter 2 espaces. Une autre innovation, c'est qu'on a mis la caméra au centre. Évidemment, ça faisait une tâche dans l'image parce qu'on était en projection arrière. Par contre, l'effet qu'on voulait obtenir avec ça, c'était de permettre aux gens de se regarder, de ce qu'on appelle le eye contact en anglais, qui est une chose qui est quand même très rare encore dans les systèmes qu'on nous propose de vidéoconférence aujourd'hui. Donc, les gens étaient assis sur des bancs publics, face à face. Ça a créé toutes sortes de réactions assez spectaculaires, comme par exemple la fameuse rivalité Montréal-Québec s'est exprimée. Les gens, souvent, commençaient par s'invectiver, et puis finalement, la relation évoluait vers
des questions genre comment ça se passe à Québec, ce qui fait beau, comment tu t'appelles, et puis finalement des allers-retours en autobus pour voir ce que ça avait l'air de l'autre côté du dispositif. Alors, ce projet-là a lancé toute une série d'explorations à la Société des arts technologiques. Pour ceux qui ne savent pas, la Société des arts technologiques, c'est un centre de création et de recherche qui est dédié à l'exploration des formes de la culture numérique. C'est né en 1996. Il y a donc un département de recherche qui est financé par le maintenant ministère d'Enseignement supérieur, jusqu'à récemment MDEIE, comme un centre de liaison et de transfert. C'est un peu le modèle qu'on a adopté. Donc, on est là un peu comme à l'interface entre l'industrie, les universités et la recherche et la création indépendante. Donc, on est situé à Montréal, au centre-ville, sur le boulevard Saint-Laurent. Si vous connaissez un peu le boulevard Saint-Laurent, près du Monument national, vous avez peut-être remarqué notre dôme qui émerge un peu et qu'on peut très bien voir de la rue. Donc, ça, c'est une suite donc, de cette première expérience en 1999. Donc, à partir de 2002, on a pu monter une équipe de recherche qui a été financée donc, depuis 10 ans. Les premiers projets étaient d'améliorer le dispositif qu'on avait fait à l'époque. Au lieu d'être en full duplex, pour ces nouvelles versions, on était sur le réseau haute vitesse. On a été invité à faire partie du RISC. Donc, on est membre du RISC depuis 2002, je crois. Et donc, à utiliser le RISC pour nos expériences. Cette fois-ci, vous voyez que la caméra est toujours au centre, mais le trou est beaucoup plus petit, ce qui fait qu'on a moins d'interférences. Et ensuite, on s'est dit qu'est-ce qui se passe quand on est en vidéoprésence, mais à plusieurs points. Donc, comment est-ce qu'on peut reproduire ce fameux contact des yeux, savoir qui parle à qui, parce qu'on considérait que c'était une chose importante dans la lubrification, dans la synchronisation des échanges à distance. Donc, on continue ici avec le résultat, au fond, un des résultats de cette phase de recherche, c'est le logiciel Scénic, qui est un logiciel en code source ouvert qu'on a lancé en 1999 et qui permet, en fait, de transmettre des flux audio, vidéo et data entre des lieux distants qui sont branchés sur le réseau de recherche ou sur le réseau commercial. Mais le réseau de recherche a l'intérêt que, comme la bande passante est généreuse, on peut envoyer des signaux vidéo HD, des canaux de son non compressés en quantité importante. On peut avoir un nombre N de canaux de son. On pourrait, par exemple, enregistrer un orchestre symphonique en 64 canaux, le transmettre non mixé à un autre endroit pour rediffusion. Ensuite, évidemment, le data. Comme ça, un technicien de scène dans sa salle peut contrôler des équipements d'éclairage dans une autre salle, comme si c'était dans son propre espace. Donc ça crée au fond un espace partagé, un nouvel espace en fait scénographique et qui ouvre au fond toutes sortes de réflexions sur la relation entre les artistes entre eux, soit localement ou à distance, entre les artistes et leur public. Donc, on peut reconfigurer en fait des espaces de performance avec ça. On a fait plusieurs expériences. Ici, vous avez, à l'occasion des Jeux olympiques de Vancouver, on a fait un concert en réseau où il y avait, dans les 5 musiciens, il y en avait 2 qui étaient à Vancouver et 4 à Montréal. Et ils jouaient ensemble de façon très synchronisée pour 2 publics, un à Montréal et l'autre à Vancouver. Donc ça, c'était une expérience un peu audacieuse parce que le Montréal-Vancouver, on était à, disons, peut-être à 70 millisecondes de distance. Donc il y avait au niveau du rythme, ça posait quelques défis, mais ils ont trouvé une façon, au fond, de se décaler pour que ça sonne parfaitement bien d'un côté et de l'autre. Un autre projet qu'on a fait aussi, c'est qu'on a utilisé donc cette suite logicielle pour créer une installation qui s'appelle Briser la glace, donc entre Montréal et Vancouver, toujours dans le cadre des Jeux olympiques. Donc, entre les 2 interlocuteurs qui se voient, on a inséré un espace qui, cette fois-ci, qui est un espèce de petit puzzle qui se brise. Et puis, les 2 interlocuteurs distants doivent collaborer pour le remonter. Donc, le puzzle, c'est l'image, au fond, qu'on envoie à l'autre. Et ça créait, au fond, un petit jeu qui facilitait les rencontres entre personnes qui ne se connaissaient pas et souvent qui ne parlaient pas la même langue.
Un dernier exemple de ce qu'on peut faire avec Scénic, c'est que vous avez ici une installation, une pièce de théâtre dont la scène est partagée entre Montréal et Genève. Donc, vous avez un public à Montréal, un public à Genève. Excusez, je vais revenir. Donc, dans cette scène-ci, on ne le voit pas, mais de l'autre côté de la scène, on pouvait voir le public à Genève qui regardait la même scène avec un acteur à Montréal et sa partenaire à Genève qui jouaient ensemble une pièce qui s'appelle Dieu est un DJ. Ça a eu beaucoup de succès et ça a fait la preuve, au fond, de l'intérêt de réfléchir autour de la question de ces nouveaux espaces qu'on peut habiter. Évidemment, aujourd'hui, le réseau scénique, il se déploie tranquillement, c'est-à-dire que notre logiciel est gratuit. C'est en code source ouvert, donc on invite les collaborations, les contributions des autres. On a actuellement une quinzaine de centres actifs qui utilisent ce logiciel, principalement en Europe, à Barcelone, dans le nord de l'Espagne, en France, en Angleterre et aux États-Unis. Bon, on est surtout au Québec. On a fait des expériences avec la Gaspésie, par exemple, les cégeps de Gaspé. Il y a eu des formations à Granby et Sherbrooke récemment. Et puis, on a des liens aussi avec Vancouver et Albuquerque, qui est un centre associé à la SAT à l'Université du Nouveau-Mexique. On a décidé de continuer cette année. On va développer beaucoup ce réseau parce qu'au fond, il n'y a pas de coût d'entrée. C'est simplement télécharger le logiciel. L'équipement, généralement, existe déjà dans les centres. Et puis, on arrive rapidement à travailler ensemble. Alors ça, c'est l'édifice de la SAT. Quand on commence à jouer sur cette scénographie, on se rend bien compte qu'on a tendance à multiplier les écrans et l'idée d'immersion arrive. Donc, ça, c'est l'écran d'immersion de la SAT qu'on a inauguré il y a à peu près 1 an, qui est encore là un des résultats de recherche, du programme de recherche. Donc, on a ici tuilé des projecteurs pour créer un écran d'ordinateur géant, si vous voulez, dans lequel on peut présenter des contenus immersifs. Et donc, ces contenus-là nous amènent à explorer, au fond, le rapport à l'image, le rapport à l'espace d'une autre façon. Non, ce n'est pas un espace distribué dans le territoire, mais cette fois-ci, un espace dans lequel on est au centre. Ça, c'est un autre exemple de projet immersif qu'on a fait, cette fois-là dans un dôme inversé, qui fait qu'on sent beaucoup le sol et qu'on est vraiment l'impression d'être quelque part et de se déplacer sur un terrain qui est nouveau et qui est habitable, en fait. Pour arriver à créer ces espaces habitables, en fait, on a travaillé avec Mike Wozniewski, qui est un de nos programmeurs seniors, sur une architecture d'interaction spatiale en ligne. Donc, il s'agit d'agréger en fait des contenus qui peuvent être des images, de la vidéo, du texte, du son. Ces contenus-là peuvent être modifiés en temps réel, et donc il n'y a pas dans ce logiciel au fond de composition spatiale, il n'y a pas de décalage entre le système auteur et le système de visionnement. Donc, tout se fait en temps réel. Donc, on bouge un objet. Tous ceux qui sont branchés, qui sont en fait présents dans cet espace virtuel peuvent voir ce déplacement-là. Et donc, avec les techniques interactives qu'on développe, on peut arriver à créer vraiment un environnement collaboratif en ligne. Ici, il y a une vidéo qui montrait comment on peut se déplacer dans cette chose-là. Et puis, malheureusement, ça ne fonctionne pas, la vidéo, sur cette plateforme-là, mais c'est assez intéressant. En fait, il a fallu qu'on invente notre propre pointeur parce que, bon, la souris est faite pour fonctionner sur un plan bidimensionnel, alors que nous, on travaille dans un espace 3D immersif, donc on peut pointer dans n'importe quelle direction autour de nous. Et puis, donc, se déplacer là-dedans. Et donc, c'était une démonstration de la façon dont ça fonctionne. Une des premières applications qu'on a fait de ça, c'était un petit jeu qui regroupait 3 dispositifs en réseau. Là, ils sont dans la même salle, mais en fait, ils pourraient être distribués sur le territoire, branchés par le réseau. Donc, chacun des dispositifs et son joueur représente un personnage du jeu. Donc, poulet, renard, vipère. Le poulet peut être mangé par le renard, donc se sauve du renard, mais peut tuer la vipère. Donc, on a toujours un des personnages qu'on veut fuir, puis l'autre qu'on essaie d'attraper. Donc, comme ça, on fait des points.
on meurt, on revit, etc. Donc, c'est un petit jeu amusant qu'on avait développé pour une participation dans une exposition aux États-Unis. Et ça a très, très bien fonctionné. On a eu 20 000 étudiants, je pense, en 3 jours, qui sont passés par là et qui ont apprécié le système. Donc, voilà. Ici, ça nous a conduit au prochain projet. Donc, une plateforme de téléprésence immersive. Ça, c'est une chose, je pense, qui est une innovation importante. Je ne crois pas qu'il y ait de système semblable qui existe dans le monde. Et ça s'est développé avec, au fond, les logiciels de réseau qu'on a développés et le logiciel d'assemblage SPIN. Donc, voici une description de cette plateforme. Donc, il y a un nombre de dispositifs qui sont raccordés les uns aux autres. Ensuite, chaque dispositif est composé de caméras, de micros, de projecteurs, etc., de façon à ce que chaque personne puisse percevoir cet environnement partagé et aussi être perçu par les autres dans cet environnement. Donc, premièrement, on a donc la base. Ensuite, on a la connexion d'un certain nombre de bases les unes avec les autres. Troisièmement, on fait une capture vidéo avec des caméras qui sont placées autour des participants. Et finalement, on a encore là, la vidéo qui vous aurait montré qu'est-ce qui se passe en fait dans cet environnement partagé quand on se déplace et qu'on rencontre quelqu'un. Alors, vous avez, ça c'est notre contrôleur en fait d'un truc très disons, brut au départ. On arrive au fond simplement avec maintenant une application iPhone qui utilise le compas, la boussole, l'accéléromètre et les gyroscopes du téléphone pour informer l'ordinateur de notre position et de la direction dans laquelle on veut se déplacer et de la vitesse à laquelle on veut se déplacer. Ensuite, donc, une fois qu'on a ça, on a besoin d'un terrain d'apparition, au fond, d'un espace dans lequel on va se croiser. La première démonstration publique, donc la première mondiale de ce système, a eu lieu en juin 2011, donc il y a 1 an et quelques mois, entre la SAT à Montréal et le Musée des Arts et Métiers à Paris. Le Musée des Arts et Métiers, c'est là qu'on retrouve notamment le pendule de Foucault et beaucoup des inventions françaises du 19e et du 20e siècle. Donc, on a créé un terrain avec ces 2 territoires-là, dans lequel les gens pouvaient se rencontrer. Donc, vous avez des personnes ici, en chair et en os, qui sont vues par la caméra et qui me voient de l'autre côté, comme moi, je peux les voir depuis mon point de vue. Puis là, à ce moment-là, on recrée dans un espace virtuel la possibilité de se déplacer ensemble ou d'aller à la rencontre de quelqu'un. On réétablit en fait les règles de la communication non verbale qu'on retrouve dans l'espace physique normal. Donc ça, c'est un autre exemple de cette expérience. Un autre projet qu'on a fait plus récemment, c'est le projet Invisible, qui nous permet de sortir de ces espaces immersifs, d'aller dans la rue, dans l'espace public. Et cette fois-là, on a choisi comme marqueur physique les bornes fontaines. Des bornes fontaines, il y en a des millions à travers le monde. Chaque borne fontaine peut être reconnue par l'application qu'on a développée. Non seulement la borne fontaine, mais aussi sa position géographique. Donc, on peut déposer des contenus dans les bornes fontaines et donc aller relever ces contenus-là en utilisant l'application. Les contenus peuvent être du texte, des images, des sons. La première, le lancement de cette application-là s'est fait avec le groupe Quality Motel, en fait le disque Quality Motel de Mr. Valère au lancement du logiciel au printemps dernier. Et ça a été intéressant. En fait, en exclusivité, sur les bornes fontaines, on pouvait télécharger les pièces de musique du nouvel album. Et il y avait un genre de concours où les gens pouvaient remixer ça et puis gagner un prix quelconque. Donc, c'est un projet, c'est un prototype fonctionnel, quelque chose qui pourrait se développer pour devenir éventuellement un système où les gens pourraient non seulement capter des contenus, à partir de bornes fontaines, mais aussi en laisser. Autrement dit, l'idée d'un babillard électronique où la borne fontaine devient le marqueur visuel. Et comme il y a des milliers et milliers de bornes fontaines à travers le monde, chaque borne fontaine, au fond, de quartier pourrait devenir un lieu où on affiche, par exemple, qu'on a perdu notre chien ou qu'on cherche un travail ou
quelque chose comme ça. Création, donc, in situ et à distance. Donc, les nouveaux... Là, j'entre un peu dans la théorie. Je ne vois pas bien qui est là, mais j'espère que je ne suis pas en train de vous, de vous assommer avec toutes ces théories. Mais en fait, l'idée, c'est qu'en faisant, grâce à notre connexion au risque, des expériences avec les réseaux sur ces nouveaux territoires qui sont devenus vraiment des lieux quasiment habitables, on arrive avec une théorie de ce qu'est la réalité, en fait. Qu'est-ce que c'est la réalité aujourd'hui, quand on peut être en contact direct avec n'importe qui sur la planète, presque instantanément. Donc, on a différentes, entre, au fond, l'immersion, en fait, entre le physique, comme ici, au fond, comme ce qu'on touche avec les atomes, en fait, et le virtuel, on arrive avec toutes sortes d'états, au fond, de la réalité. Mais moi, je dis toujours qu'il n'y a pas des réalités. On parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité mixte et tout ça. Moi, je pense que la réalité, c'est simplement ce dont on peut faire l'expérience. Et il faut croire, en fait, que toutes ces expériences qu'on peut faire grâce au réseau, même si elles sont virtuelles ou pas nécessairement ancrées dans la matière physique, sont aussi réelles que celles qu'on peut vivre dans le monde physique. Donc, c'est une recherche de vocabulaire, au fond, pour exprimer cette perception-là. Cette réalité-là, qu'elle soit physique ou virtuelle, elle est habitable. Ça, c'est un exemple d'un livre qu'on a numérisé puis déployé dans un espace. Donc, on peut se déplacer à travers le livre virtuellement, comme si on le faisait dans une exposition. Finalement, dans la version de 2011 du système posture de téléprésence immersive, on est en train de terminer, remplacer en fait les caméras vidéo par des caméras de profondeur pour obtenir des représentations des participants par nuage de points. Ce qui veut dire qu'au lieu de voir des boîtes, on va voir des personnes, mais qu'on peut voir, au fond, on peut les reconnaître leur visage, reconnaître leur gestuelle et donc interagir avec eux de façon encore plus naturelle qu'avant. Moi, j'appelle ça une forme de téléportation virtuelle. C'est un peu ça, au fond. On existe physiquement dans un lieu physique, mais notre image est transportée et reproduite dans un territoire virtuel partagé. Ça amène une question intéressante. Quand on peut se brancher instantanément à n'importe qui, n'importe où, là, la question des fuseaux horaires devient très, très importante. Autrement dit, quand on est dans un axe nord-sud, on est synchronisé. Donc, on se lève le même moment le matin, le midi, on a faim en même temps, on est fatigué le même temps le soir. Donc, quand on essaie d'organiser des événements live, on est avantagé. Et ça, qu'on soit, mettons, entre Trois-Rivières et Montréal, ou qu'on soit entre Trois-Rivières et le Chili, c'est la même chose. Donc, on est synchronisé sur le soleil. Quand on travaille est-ouest, on devient de plus en plus asynchrone. C'est-à-dire que, par exemple, entre le Québec et l'Angleterre, il y a 6 heures, 5 ou 6 heures, dépendant de la saison, de décalage, ça va. On peut trouver des moments où on est réveillé en même temps, où on peut travailler. Peut-être nous, l'avant-midi, puis eux l'après-midi. C'est ce qui fonctionne en général. Mais quand on s'éloigne à l'extrême, c'est-à-dire la Chine, par exemple, on a 12 heures de décalage. C'est-à-dire que quand il est midi ici, il est minuit là-bas. C'est une réalité qui est difficile. On est vraiment asynchrone. On n'est pas synchronisé. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec ça, mais c'est une réalité avec laquelle il faut vivre. Nous, à la SAT, on s'est dit que comme on donnait beaucoup d'importance au live, aux événements live, on a vraiment intérêt à développer notre axe nord-sud parce que, l'air de rien, dans notre fuseau horaire, on est complètement synchronisé avec tout l'est du Canada, sauf les maritimes, la côte est des États-Unis et l'ouest de l'Amérique du Sud. Donc, on est vraiment parfaitement synchronisé et à part le problème de la langue et de la culture, on est au fond par rapport au soleil avantagé par rapport à d'autres. Et l'avantage qu'on a dans cet axe, ça c'est René Barcelo, notre collègue de la SAT qui l'a relevé, c'est que dans notre fuseau horaire, on parle 3 langues. On parle français, anglais, espagnol. Alors qu'en Europe, ils ont un fuseau horaire très peuplé, mais ils parlent des centaines de langues différentes.
Donc, on a un avantage stratégique si on veut activer notre propre, notre propre voisinage. Alors, ce serait une bonne stratégie au Québec qu'on puisse apprendre 3 langues, donc français, anglais, espagnol, et comme ça, on peut parler avec des centaines de millions de personnes dans notre propre fuseau horaire, synchronisé avec le soleil. Alors, il y a une phrase amusante d'un de nos auteurs favoris, Douglas Adams, qui a dit « Un jour, on prendra nos vacances dans l'ordinateur ». Il a dit ça en boutade un peu en 1990 dans une conférence. Ici, encore là, la vidéo ne fonctionne pas, mais c'était pour vous montrer un peu comment on arrive à recréer, en fait, une sorte d'espace qui n'est pas nécessairement un espace froid et dénudé, mais qui est un espace qui peut être riche et où on peut vivre des expériences importantes, des émotions. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille à la SAT. Ça, c'est le site où on peut aller pour télécharger nos logiciels, pour se tenir informé du travail qu'on fait, pour montrer que notre connexion au risque est très appréciée et qu'on essaie d'en faire quelque chose d'utile à la société. Voilà. Merci beaucoup. Absolument. On est au 1201 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Et je ne sais pas s'il y a une autre diapositive, peut-être avec... ça, c'est le... Je n'ai pas les coordonnées, mais vous avez à cette adresse, en enlevant le code, là, vous avez les coordonnées de l'endroit. Et si vous voulez voir ça, vous communiquez avec moi et je me ferai un plaisir de vous accueillir et de vous faire essayer les choses. On est en train d'installer actuellement la nouvelle version de la plateforme Posture et je crois que d'ici peut-être 2 semaines, on pourra faire des démonstrations à l'interne de la façon dont ça fonctionne. Alors, on utilise pour la capture des personnes 3 caméras Kinect qui sont très, très disponibles, pas chères. Et avec 3 caméras, on peut capter une personne à 30 images secondes et donc transférer ce nuage de points instantanément vers tous les autres dispositifs qui sont raccordés au système. Pour l'instant, on a une version qui fonctionne en circuit fermé chez nous, mais donc on va la déployer officiellement là, au printemps là, avec notre réseau de partenaires en publiant au fond des spécifications, en leur disant qu'est-ce qu'ils doivent acquérir pour monter un système. Donc, ce n'est pas des systèmes commerciaux où la barrière à l'entrée est très coûteuse. C'est simplement, ça prend un peu de débrouillardise et comme on est financé avec de l'argent public, on retourne le résultat de nos recherches sous forme de logiciels ouverts ou de design ouvert pour que les gens puissent se l'approprier et explorer, au fond, les usages qu'on peut en faire.